Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On traite aujourd'hui les délivrances. Donc toujours dans la pathologie d'accouchement, on va voir les délivrances normales et les délivrances pathologiques. C'est le cours de Dr Skander. Toujours vous allez trouver tous ces supports dans la description pour télécharger. Abonnez-vous chers collègues. Toujours je répète, si vous n'êtes pas encore pour recevoir ces vidéos durant toute l'année, maximisez vos partages. Toujours contactez-moi à Instagram pour vos questions et propositions et on commence notre cours. Donc, nous allons avoir les objectifs, c'est de savoir une délivrance normale et une délivrance pathologique, la définition de ces deux dernières, la physiologie de la délivrance normale, les conditions pour avoir cette dernière, une délivrance normale. Après ça, on passera toujours de tout ce qui est physiologique vers la pathologie. On va voir maintenant, après ça plutôt, la délivrance pathologique. Nous allons aborder dans ce cours trois pathologies. Nous allons aborder la rétention placentaire premièrement. Deuxièmement, la pathologie la plus grave qui est l'hémorragie de la délivrance. On va la détailler dans les hémorragies du troisième trimestre. Et dernièrement, l'inversion utérine. Et bien sûr, conclura avec la prise en charge devant une hémorragie de la délivrance. Je répète toujours, qui est la complication la plus grave. C'est la cause principale de mort, malheureusement, pendant l'accouchement. Donc, les objectifs, après ça, donc, on commencera par une définition. Donc, d'abord, premièrement, c'est quoi une délivrance? Donc, c'est une notion de bassin à retenir. Donc, une délivrance, c'est la sortie du placenta et les annexes en dehors de la cavité génitale maternelle. Et c'est la troisième étape de l'accouchement. Donc, la délivrance, c'est la sortie du placenta et les annexes. C'est la troisième étape de l'accouchement. Toujours, je vous invite à prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. On note trois catégories ou bien quatre catégories. On note la délivrance normale. Notez-vous bien ce terme spontané. On note la délivrance normale dite naturelle. On note la délivrance dirigée par l'ocytocine, ou bien le syntocinon, donc le nom commercial du traitement, et la délivrance artérielle, où on va voir la notion de curage. Donc, je répète, premièrement, une délivrance normale spontanée. Donc, c'est une expulsion sous le simple effet de la gravité et les contractions musculaires réflexes du périnée. Donc, et des efforts maternels. Ah, donc, premièrement, on dira qu'il s'agit d'une délivrance normale spontanée, comme leur nom indique, s'il ne s'agit pas d'aide externe, donc spontanée, comme le terme explique. Deuxièmement, il s'agit des délivrances dites normales naturelles. Donc, c'est l'extraction de placenta qui a ou bien qui a migré par manœuvre externe simple, une tierce personne. Donc, pas de manœuvre interne, pas de curage, pas de curetage, donc une simple aide qui par une manœuvre externe à une tierce personne. Donc, juste aider pour pousser. Donc là, toujours, c'est une délivrance normale. Dans ce terme-là, c'est pas spontané, mais elle restera toujours naturelle. Il s'agit des délivrances dites dirigées sous le syntocinon ou bien l'ocytocine. Donc, cette dernière, elle est utilisée s'il s'agit d'une défaut, ou bien une insuffisance de contraction utérine. Donc, le cas, ou bien l'exemple là dans l'atonie utérine, ou bien dans une béance, nous allons détailler ça dans notre démarche. Donc, troisièmement, délivrance dite dirigée. Donc là, c'est pas spontané. Donc, c'est à l'aide de médicaments, de traitements. Et dernièrement, la délivrance artificielle. Donc, c'est une délivrance manuelle, généralement à un curage, et nous allons voir comment faire ce dernier. Donc, j'insiste sur les définitions, qui sont bien sûr à retenir et un fréquent d'examen. Donc, passons au troisième titre. Donc, toujours la physiologie et la physiopathologie sont à retenir par cœur et à comprendre. Donc, il s'agit de trois étapes. Donc là, je vous invite à les noter. Donc, il s'agit de trois étapes pour une délivrance qui est normale, qui est physiologique. Premièrement, le décollement placentaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, la migration de cette dernière après le décollement. Et troisièmement, c'est l'expulsion de cette dernière du placenta et des annexes en dehors du corps maternel. Commençons premièrement par le décollement placentaire. Donc, sous l'effet des contractions utérines après l'accouchement de l'enfant. Donc, il produit un clivage qui ouvre les sinus veineux, qui va déterminer une hémorragie.
ça va donner, faites attention, un hématome intra-hétéroplacentaire, mais qui est physiologique. Faites attention à l'HRP qu'on va voir prochainement, qui est une complication grave, source majeure de mortalité pendant l'accouchement. Donc là, il s'agit d'un hématome rétro ou bien un in-hétéro ou bien inter-hétéro, mais qui restera physiologique. Et il est nécessaire pour le décollement de la placenta. Donc l'hématome, dans notre cas aujourd'hui, c'est physiologique. C'est pas l'HRP, c'est pas l'hématome rétroplacentaire qui est pathologique. Et c'est la première étape pour permettre ce décollement. Donc le placenta ne peut pas se décoller sans l'existence de cet hématome physiologique. Donc, si on vous pose la question, est-ce que l'hématome inter-utéroplacentaire est nécessaire pour une délivrance? Donc vous allez répondre oui, il est nécessaire. Il représente la première partie pour le décollement. Deuxièmement, après le décollement, ce dernier, le placenta, il va se migrer en bas vers la figure génitale, aidé bien sûr par la contracture utérine et son poids. Donc, s'il s'agit d'un accouchement, bien d'une délivrance qui est spontanée. Et troisièmement, après la migration, il ne reste que l'expulsion en dehors du vagin. Donc, c'est la sortie du placenta en dehors du corps maternel. Donc, trois étapes, faites attention. Décollement placentaire, ça nécessite l'hématome qui est physiologique, inter-hétéroplacentaire, à diagnostiquer par rapport à l'hématome rétroplacentaire, à la HRP, qui est pathologique. La migration placentaire et dernièrement et troisièmement, l'expulsion ou bien la sortie des annexes et de placenta en dehors du corps utérin. Maintenant, à noter aussi, si on vous pose la question, quelles sont les conditions pour avoir une délivrance normale? Donc, premièrement, vous allez citer, j'insiste sur cette plaque ou bien sur ces points, ils sont à noter et à retenir par cœur. Premièrement, ça nécessite une musculature utérine de bonne activité contractile. Donc, si vous avez une atonie utérine, ça c'est une situation pathologique, ça ne permet pas d'avoir une délivrance normale. Donc, vous allez voir ça dans les délivrances pathologiques. Donc, premièrement, une musculature utérine en bonne activité contractile, une caduque qui se clive entre deux couches spongieuses et compactes, un placenta avec une insertion normale. Nous allons voir les pathologies du placenta. Donc, pathologie de position, pathologie d'insertion. Donc, tout ça, ça va donner des hémorragies et des complications. Une coagulation normale. C'est pour cela on ajoute, ou bien on fait la prévention de la femme enceinte au cours des accouchements. Donc, la thrombopénie qui va survenir au cours de cette dernière. Et bien sûr, une conduite médicale adéquate. Pourquoi? Il s'agit donc des erreurs techniques qui pourraient engendrer ces hémorragies. On a l'exemple que vous avez vu dans votre télé, l'exemple d'un curtage endométrial qui se fait de façon qui est non adéquate. Donc ces cinq lignes sont à retenir. Donc on passera toujours, je répète, de la physiologie vers la physiopathologie. Et comme on avait vu la délivrance normale, on va voir la délivrance pathologique. Donc, premièrement, pour la délivrance pathologique, je répète les trois grands titres qu'on va détailler de fur et à mesure qu'on va avancer dans ce cours. La rétention placentaire dite complète ou partielle. Il s'agit de deux types. Les hémorragies de la délivrance, plus grave, et l'inversion utérine qui restera exceptionnelle, qui est la plus rare. Non, quels sont les facteurs étiologiques de ces trois pathologies qu'on va traiter aujourd'hui? Donc bien sûr, on avait parlé toujours, c'est pour cela on passe de la physiologie vers la physiopathologie, donc une anomalie de la fonction contractile et rétractile du muscle utérin. Exemple là, si on vous pose la question, donnez-vous un exemple d'une pathologie de type contractile, vous allez citer l'inertie utérine, c'est la contractilité totale. Donc c'est un muscle utérin qui est totalement atteint et cause, c'est cause majeure de l'hémorragie par l'absence de globe de sécurité. Donc, comme vous avez vu dans l'accouchement physiologique. Aussi, autre cause, donc tout ça aussi, ils sont à retenir, sont souvent posés comme thème d'examen. Donc, on note l'épuisement du muscle utérin après un travail prolongé. Parmi les causes d'une délivrance pathologique et de l'hémorragie, je répète tout ça, vous allez revoir
dans les hémorragies du troisième trimestre, qui est très grave. Donc, l'épuisement de la musculature utérine après un travail prolongé. Un travail prolongé, il est pathologique. Aussi, la distension utérine devant un, un hydramnios, ça nous fait rappel au cours précédent, on avait vu donc l'hydramnios comme complication de diabète et comme on l'HTA aussi. Les grossesses multiples, les gros enfants, la macrosomie. Donc tout ça, ça va favoriser donc ces accidents, surtout hémorragiques. Faites attention aux macrosomies. On a insisté sur ça devant diabète et grossesse. Anomalie du myomètre. D'autres causes qui sont iatrogènes, médicamenteuses ou bien manœuvres. Là, on note une tocolyse récente. Donc, une tocolyse, ça va renforcer ou bien ça va forcer la fermeture. Donc, elle pourra avoir des lésions ou bien pourra avoir un retentissement sur la musculature utérine. Et bien sûr, parmi les causes donc, de cette atonie utérine, on peut noter l'anesthésie prolongée. Donc, toute manœuvre qui va causer l'inertie ou bien en contractilité de la musculature, toute anomalie du fœtus. J'insiste sur la macrosomie, l'hydramnios, le cas des grossesses gémellaires. Donc, nous allons aborder ça dans le TD. Donc, vous allez voir, une distension, ça peut favoriser, comme on avait vu précédemment, soit une grossesse molaire, je répète, soit une grossesse multiple, ou bien la macrosomie. Donc, ça, ce sont les trois pathologies ou bien les trois diagnostics à évoquer si on vous pose la question un utérus qui est supérieur de volume par rapport à son âge gestationnel. Et c'est généralement en cause des hémorragies, comme vous avez vu dans le chapitre précédent. Autre cause, c'est l'altération de la muqueuse utérine. Donc, on note là les endométrites. Je vous invite à consulter le cours des infections génitales. Donc, ça peut altérer, donc ça pourra avoir des retentissements sur la délivrance. La notion de curetage, je répète, altération, donc un curetage qui est traumatique, qui est brutal, une chirurgie endo-utérine, césarienne et la rupture prématurée des membranes. Donc tout ça, ça va avoir un retentissement et une altération de la muqueuse utérine. Donc premièrement, les pathologies de poids. Donc c'était les contractions, les gros enfants, les anomalies du myomètre, les tocolyses, les manœuvres, l'anertie utérine surtout, donc pathologie de la musculature utérine. Deuxièmement, les altérations de la muqueuse utérine, donc les endométrites, les infections, curetage traumatique, chirurgie, césarienne et les ruptures prématurées des membranes. On va voir ces ruptures-là dans l'accouchement prématuré. Les anomalies maintenant placentaires. Donc ça, c'est le titre le plus important que vous êtes censé garder par cœur. Donc, il s'agit des anomalies de la placenta concernant la taille premièrement, concernant la forme et concernant l'insertion qui est très grave. Donc, pas seulement la taille, pas seulement l'insertion, pas seulement la forme, les trois peuvent exister. Et c'est une cause des hémorragies comme vous allez voir ensuite. Donc, premièrement, une délivrance serait difficile devant un placenta qui est de grosse taille. C'est logique. Donc, simple réflexion. Placenta de gros taille ou bien de gros volume, ça serait difficile à expulser. Deuxièmement, devant les formes, selon les pathologies concernant la forme, on peut noter la placenta ou bien le placenta étalé devant une macrosomie, devant une grossesse gémellaire. J'insiste toujours sur diabète et grossesse gémellaire. On peut ajouter donc en cause des hémorragies, comme nous avons vu dans le chapitre précédent, les tumeurs trophoblastiques, les grossesses molaires. Placenta en deuxième partie, elle est appelée le placenta bipartita. Donc, ça, ça sont des anomalies des formes, soit placenta étalé ou bien placenta en deux parties. Et la troisième qui est la plus grave, c'est la pathologie d'insertion. Donc, nous allons avoir ça, nous allons revoir ça dans la pathologie ou bien toujours dans l'hémorragie du troisième trimestre, la placenta prévia, la placenta accreta, la placenta increta et la placenta percreta. Donc là, je vous demande votre attention pour différencier ces trois dernières phrases. Donc placenta prévia, c'est un placenta qui a une insertion basse, qui est anormale, qui va provoquer l'hémorragie lors de l'accouchement. C'est une indication à la césarienne.
Donc ça, c'est concernant la place de cette dernière, placenta prévia. Les trois dernières, accreta, increta et percreta, les voilà. Donc c'est une pathologie de la profondeur de l'accrochage et de la profondeur de l'invasion du placenta au cours de la musculature ou bien dans l'endomètre. Commençons premièrement par increta. Donc là, voilà. Donc, c'est un placenta. Donc on revient. Donc placenta. Donc, commençons par la plus petite. Donc placenta. Plutôt, on commencera premièrement par la placenta accreta. Donc, c'est un placenta qui est anormalement pénétrant à la patience utérine. Donc là, voilà. Placenta accreta, vous voyez elle pénètre, faites attention, l'endomètre, et de façon qui est plus abondante ou bien plus profonde qu'un placenta un placenta normal ou bien placenta physiologique. Donc, premièrement, placenta accreta. Et voilà. Deuxièmement, le placenta increta, c'est plus grave. Donc, c'est un placenta qui va arriver jusqu'au myomètre, qui est pathologique. Donc, normalement, le placenta va s'insérer au niveau de l'endomètre, mais pas trop profondément. Deuxièmement, si cette dernière va envahir le myomètre, on parlera d'une placenta dite increta qui est source d'hémorragie. Et troisièmement, que vous voyez, c'est la plus profonde, c'est la placenta percreta. Ça va perforer. C'est un placenta qui va dépasser la séreuse utérine. Il peut même envahir d'autres organes, la vessie et le côlon. Donc, selon le degré de profondeur, on note premièrement la placenta accreta. Deuxièmement, la placenta increta, c'est l'invasion du myomètre. Je vous invite à noter ces trois termes-là, sont fréquemment posés comme question. Et troisièmement, qui est la plus profonde, percreta pour perforation. Donc ça va dépasser la totalité de la séreuse utérine, mais va même pouvoir envahir des autres organes, surtout vessie et côlon. Notez-vous bien, placenta accreta est égal délivrance impossible et ça est égal hystérectomie d'hémostase le plus souvent. Donc, dans vos cas cliniques, placenta accreta, malheureusement, c'est trop difficile pour l'accouchement. Délivrance est égale, mais délivrance est impossible. Donc, si on vous pose une question, quelle est votre conduite à tenir devant une placenta ou bien un placenta accreta, faites attention là, pas d'injection d'ocytocine, pas d'autres manœuvres chirurgicales, pas de manœuvres médicales. On a malheureusement le recours le plus souvent à une hystérectomie d'hémostase. Donc, il vaut mieux perdre l'utérus, avoir un décès maternel malheureusement qui va survenir au cours de ces hémorragies. Donc, les plus graves, c'est l'insertion de placenta surtout. Donc, les pathologies concernant la placenta, je répète, Creta, Increta, Percreta. Donc, ils sont ordonnés par leur ordre de profondeur. Et on n'oublie pas la placenta prévia, qui est une anomalie d'insertion. Donc, ça, c'est tout pour cette première partie, chers collègues. J'insiste sur les critères d'une de délivrance physiologique, et aussi sur les facteurs étiologiques de pathologie, donc soit de poids, ou bien pathologie qui est liée à la muqueuse, l'altération de la muqueuse utérine, et surtout, les pathologies liées aux anomalies placentaires, soit de taille, soit de forme, et surtout d'insertion, P pour Pravia, P pour Accreta, Increta pour le myomètre, et dernièrement, Percreta. Donc, on va continuer les prochains titres prochainement dans les parties qui vont survenir. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage dans vos préparations. Maximisez, chers collègues, votre partage et à la prochaine.